Suite donc du cours d'induction. Donc en gros, on a vu, si vous vous souvenez bien, la loi de Faraday et la loi de Lenz lundi, un peu en photo finish. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, ce qui va donc vous n'avez plus rien. Enfin, pas tout à fait, mais il n'y a quasiment plus rien dans le cours. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est que des applications pratiques. Il va y avoir deux grandes catégories de l'application de la loi de Faraday. La première catégorie, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui complètement, et on commencera l'autre après, c'est les circuits fixes dans un champ magnétique variable. Donc grosso modo, votre circuit ne bouge pas, il n'est pas déformable. Et par contre, vous allez imposer un champ magnétique variable, soit de l'extérieur, soit par le circuit lui-même. Et le deuxième cas, c'est le cas où vous allez avoir des circuits qui seront déformables dans des champs magnétiques qui, eux, seront uniformes et constants. En général, on ne mélange pas tout le merdier en même temps. Oui. Uniforme toujours, vous n'avez aucun théorème avec des champs magnétiques non uniformes. Alors ça va pas être tout à fait... Enfin, on a des portes de sortie pour traiter ça. On va faire ça maintenant. D'accord. Donc ça doit être un grand, je sais pas combien, un grand 2 probablement, puisqu'on est dans le... C'est ça, d'accord. Donc, petite remarque, c'est des applications. Il faut vraiment que vous compreniez un truc extrêmement important. Depuis le début de l'année, je vous l'ai déjà répété, mais je le répète une dernière fois, les applications, c'est vraiment ce qui est le plus important dans votre cours, parce que ça vous montre la méthodologie sur comment on traite un problème, comment on fait, etc., etc. Ce grand 2 et le grand 3 qui va suivre ne font pas exception à cette règle valide depuis le début de l'année. D'accord. Donc, grosso modo, ça vous explique comment vous faites pour aborder un problème d'induction. Gros avantage de l'induction, en général, les problèmes sont à peu près tous les mêmes. D'accord. Vous êtes soit dans un cas, soit dans l'autre, et vous enchaînez. Ça fait appel à peu près à tout, mais vous aurez des circuits simples et des systèmes mécaniques simples. C'est ça qui est cool. Donc, ici, on est parti, circuit fixe et indéformable dans un champ magnétique variable. Alors, je vous rappelle quand même la loi de Faraday, vous explique que quand vous avez un flux variable quelque part, d'accord, vous avez apparition d'une force électromotrice. Or, un flux, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu lundi, c'est tout simplement le produit entre le champ magnétique et la surface. Donc, vous avez deux façons de faire varier, enfin plus exactement, c'est un produit scalaire entre le champ magnétique et la surface. Donc, vous avez trois façons de faire varier ce flux. Soit vous faites varier B en norme, soit vous faites varier S en norme, d'accord, B variable. S en norme, ça sera les circuits déformables. Soit vous faites varier l'orientation entre B et S, en ne touchant pas au module, mais le produit scalaire, lui, changera. D'accord. Donc, le cas où B variable, c'est ce qu'on a en module, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le cas où les circuits, où vous faites varier l'orientation, c'est le cas des circuits mobiles. Le cas où vous faites varier S, c'est le cas des circuits déformables. D'accord. Le but du jeu, on fait varier qu'un seul ingrédient à la fois. Non, après ça existe, mais c'est compliqué après. D'accord. Et en fait, dans ce paragraphe-là, on va retrouver un grand copain que vous connaissez déjà, qu'on appelle l'auto-induction. Alors, vous ne connaissez pas ce mot pour l'instant, d'accord, mais les conséquences de ça, vous les connaissez déjà. Donc, on est parti, soit un circuit fermé, d'accord, parcouru par une intensité I. Et cette intensité, je vais la supposer a priori variable. Donc, régime sinusoïdal forcé, régime transitoire, un truc où I varie. Pour une raison ou pour une autre. Là, en général, ce sera parce que votre circuit est alimenté par un générateur qui lui-même va imposer une intensité variable. Je dessine mon circuit comme ça, vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de dessin un peu dégueulasse en induction. D'accord, voilà. Comme vous avez une intensité I, pour pouvoir parler de ça, ça signifie que mon intensité de mon circuit, elle est orientée par un vecteur EI qui tourne autour du truc. Comme j'ai mon vecteur EI qui est orienté comme ça signifie également que ma surface, elle est orientée dans quel sens? Dans le même sens. Vers vous, d'accord, tranquillement. Donc j'ai mon vecteur N ici comme ça. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc ça, c'est un truc de base. Ça pourrait être un circuit électrique, tout ce qui est plus quelconque, une maille tranquille, sympathique, etc., etc. Petite remarque, le fait qu'il n'existe qu'une seule intensité vous raconte que c'est forcément un circuit à une maille. Sinon, vous traitez les mailles une par une, les branches communes, c'est chiant. Enfin, voilà, faut se battre un peu. Pour l'instant, je reste sur des choses plutôt simples. Alors,
Ce qui est important en induction, c'est d'essayer de comprendre l'enchaînement pas à pas des choses qui vont mener à de l'induction. Puisqu'on est dans le chapitre induction, c'est que probablement je vais vous parler d'induction à la fin. D'accord, il va falloir comprendre pourquoi il y a un flux variable. Alors, en fait, si on détricote l'induction en l'autre sens, pourquoi il y a un générateur induit? Parce que le flux varie. D'accord? Pourquoi le flux varie? Pourquoi il y a un flux? Etc. etc. D'accord? Et vous allez remonter au début pour repartir dans l'autre sens. Okay. Là, a priori, il n'y a même pas de champ. Hein. On est d'accord? Donc il va falloir comprendre pourquoi il y a un flux, pourquoi ce flux varie, etc. etc. Alors, donc maintenant je vais vous poser les questions une par une. Pourquoi il y a un champ? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Même lundi. Vous avez en fait tout simplement une intensité, d'accord? Un circuit, c'est donc ce truc-là est donc un dipôle magnétique, et donc c'est une source de champ magnétique. D'accord? Donc ce circuit est un dipôle magnétique. Je vous rappelle que si vous avez envie de l'écrire, vous avez mu qui vaut ISN. D'accord? Au passage, c'est pas ça qui va nous intéresser. Et il crée donc un champ magnétique. D'accord? Ce champ magnétique, il y a une propriété que je vous ai donnée la semaine dernière. Il est comment par rapport à I en norme? Ça, je vous l'ai fait admettre, on ne l'a pas démontré. Je vous verrai l'année prochaine. Ça, c'est pour une bobine, mais de manière générale, le champ magnétique, il a une dépendance par rapport à I. Il est proportionnel à I. D'accord? Donc, ça génère un champ magnétique B, d'accord, qui va être proportionnel à petit i. D'accord? Donc, si je refais un dessin, ça signifie en fait, vous avez I comme ça, d'accord? Et vous avez un champ magnétique, là, comme ça, on ne sait pas trop, hein, B. Ce champ B, a priori, n'est pas uniforme. D'accord? J'en mets partout, en fait. Voilà. Vous avez des lignes de champ, grosso modo, qui vont traverser votre circuit. Je mets la même lettre partout, mais en fait, il s'avère que c'est trompeur. B, a priori, n'est pas uniforme. On est d'accord? Il n'y a pas de raison majeure. Si vous avez une bobine, bien sûr, ce sera uniforme, mais dans un circuit un peu quelconque comme ça, il y a de fortes chances pour que B, a priori, n'ait pas la même valeur près des sources que là. D'accord? Par contre, est-ce qu'il est clair pour tout le monde que là, vous avez donc forcément un flux? D'accord? Vous avez B qui est perpendiculaire à la surface, donc le produit scalaire entre B et N, et a priori non nul. B est toujours dirigé dans la même direction, il est collinaire et le même sens à mu, d'accord, dans cette histoire. Et donc, grosso modo, en fait, ce champ crée un flux. Et ce flux, en fait, il porte un nom. Ce flux, il s'appelle le flux propre. Pourquoi il s'appelle le flux propre, à votre avis? Bah, effectivement, oui, parce que c'est le flux à travers le circuit, mais qui génère ce flux? Le circuit lui-même, d'accord? Donc, en fait, ce flux est appelé flux propre. Bien sûr, phi dépend de la géométrie du circuit. Mais qu'est-ce qu'on sait par rapport à I? On a vu que B était proportionnel à I. Le flux, c'est l'intégrale plus exactement de B scalaire S. Donc ce sera proportionnel à I, puisque S a priori ne dépend pas de I, ni son orientation, ni rien. D'accord? Dépend de la géométrie du circuit et est proportionnel à I. Et donc ça nous permet de faire une définition d'un truc que vous avez déjà croisé. On appelle alors coefficient d'auto-induction ou inductance propre le coefficient L tel que phi égale Li. C'est le même L que celui que vous avez vu il y a 6 mois en électrocinétique avec moi. On appelle coefficient d'auto-induction ou inductance propre le coefficient L tel que phi est égal à Li. Voilà l'idée.
L, vous le connaissez déjà, je vous fais un petit rappel. L étant, c'est quoi l'unité? Henri, effectivement. Donc vous remarquez que ce n'est pas exactement la même formule que celle que vous aviez en électrocinétique. C'est vraiment parce qu'en électrocinétique, on ne s'intéresse pas au flux. Mais vous allez voir qu'on va la retrouver sans aucune forme de problème. Alors, petite remarque, le fait que I soit variable dans cette histoire-là ne change rien à ma conversation. Ce truc-là est défini même si I est constant. D'accord? Par contre, comme je me suis placé dans un cas où I est a priori variable, qu'est-ce que ça veut dire sur phi? Phi varie. Alors, petite remarque, elle ne varie pas. Elle ne dépend que de la géométrie du circuit. D'accord? Donc là, ça c'est extrêmement important à dire avant la suite. D'accord? Elle ne dépend que de la forme du circuit. Autrement dit, si le circuit est indéformable, votre coefficient d'auto-induction est constant. Oui. C'est pour ça qu'on met un caractère à un circuit déformable, parce que du coup, Si elle va varier, si elle varie, tu as une variation du truc. Enfin, donc le flux va varier. Voilà. En gros, tu peux, si tu as une bobine par contre par une intensité constante, tu peux avoir un phénomène d'auto-induction en faisant varier elle. Tu la compresses, tu fais des trucs avec. Voilà, ça marche. Ça marche aussi. D'accord? Donc si c'est constant. Néanmoins, si I est variable, qu'est-ce qu'on peut dire de phi? Phi est variable. Phi varie. Et donc, qu'est-ce qu'on a, vu que le flux varie? Le truc là, le truc du cours là. On a donc un phénomène. Déjà le nom, ça s'appelle comment? Oui. Avant. C'est quoi le phénomène physique? Non, avant. C'est quoi le titre du chapitre? L'induction. D'accord. On a donc phénomène d'induction. Ça signifie donc que si je reprends mon circuit, j'avais N qui était comme ça. Vous voyez que j'avais orienté N conformément à EI. Ce qui me raconte que grosso modo, mon EU, qui est orienté conformément à N, c'est le même que EI. D'où le fait que je vous ai dit la semaine dernière qu'en fait EI, on ne l'utiliserait jamais. Il n'y en a que deux, quoi. Il y a EI, il y a N et puis terminé. Donc en gros, je ferai le dessin un tout petit peu après, on a apparition d'une FEM, d'accord, conformément à la loi de Faraday. Donc, le générateur induit, il est dans quel sens? Alors, c'est la loi de Faraday. Toute variation de flux entraîne l'apparition d'un générateur de tension idéal. Orienté dans quel sens? Dans le même sens que EI, donc ici dans le même sens que EI, d'accord? Vous le mettez où vous voulez. D'habitude, je le mets là, mais là, je vais changer. Tiens, je vais mettre comme ça. Mais c'est pareil, d'accord? Vous pouvez le mettre n'importe où dans le circuit, à partir du moment où il est dans le même sens que I, d'accord? Il est comme ça. La force électromotrice, elle est donc comme ça, vous êtes en convention. Donc si vous faites ça bien, votre générateur tombe pile poil en convention générateur, d'accord? Puisqu'il est dans le même sens que I, et la tension est dans le même sens que I, vous vous souvenez de votre cours d'électrocinétique. Donc si vous faites ça en partant de EI, votre générateur sort forcément en convention générateur. Et que vos petits E, moins défi sur dt. Voilà. Et donc on est parti. Qu'est-ce que ça vous raconte? On va le calculer ici, donc, avec, eh bien en fait, E. Si je fais la dérivée du flux avec le flux qui vaut LI, je trouve E égale moins L dI sur dt. Donc la tension aux bornes du générateur induit, c'est moins LDI sur dt. Pourquoi c'est pas la même formule que celle qu'on a vue au premier semestre, pardon. Effectivement, en fait, vous êtes en convention générateur. Donc en fait, c'est littéralement la même, sauf qu'au premier trimestre, on a dit ça, c'est en fait un dipôle passif qu'on considère comme un truc en convention récepteur, U égale LDI sur dt, mais vous pouvez aussi le considérer comme un générateur induit,
Donc comme un dipôle actif, vous allez considérer en convention générateur, et ça vaut moins LDI sur DT. C'est littéralement la même chose. D'accord? En convention générateur. Et vous venez très discrètement de démontrer pourquoi la tension aux bornes d'une bobine, c'est LDI sur DT. Chose qu'on avait admis au premier trimestre, si vous vous souvenez. D'accord? Voilà, c'est une bobine, voilà, tranquille. C'est une bobine, c'est ça, voilà. Donc en gros, la manière dont une bobine fonctionne, c'est qu'une bobine va être parcourue par un générateur de temps, par une intensité variable. Elle va générer un champ magnétique à cause de l'intensité. Ce champ magnétique crée un flux. Ce flux varie et la loi de Lenz vous raconte que la bobine va s'opposer en fait aux variations de l'intensité. D'accord? D'où le fait que l'intensité aux bornes d'une bobine, enfin qui traverse une bobine, doit être continue. Parce que la bobine s'oppose. Vous essayez de faire varier brutalement I et la bobine fait wow, on va se calmer tout de suite. D'accord? À cause de ça. Ouais. Là, on est d'accord que là, on a un circuit qui respecte quelques conditions, mais c'est un circuit, c'est pas une bobine. Bah, en fait, un circuit carré, c'est une bobine. Du coup, ça veut dire que dans n'importe quel circuit, dans n'importe quel circuit, tu as de l'induction. l'intensité peut pas sauter. Alors, oui et non, parce que après, tu as une résistance. Donc, en gros, l'intensité ne pourra pas sauter aux bornes de ça. Puis après, c'est une résistance, c'est la résistance qui va encaisser le reste. Voilà l'idée. D'accord? C'est la même chose qu'en électrocinétique, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout circuit a un facteur, tout circuit fermé a effectivement L, qui en général est extrêmement faible, pour le coup. Et donc, en général, on l'oublie, puis termine. On n'est pas donné une raison différente pour laquelle ça ne pouvait pas sauter. C'est une raison mathématique, en disant que c'était dérivable, donc ça doit être continu. On voit que c'est pas vraiment une raison physique forte, quand même. D'accord. Voilà. Et je vous avais dit aussi que l'énergie contenue dedans, c'était Li carré sur 2, et que l'énergie ne peut pas être discontinue, sinon c'est une puissance infinie, donc il doit être continu. Il y avait plein de raisonnements, mais qui sont quand même des raisonnements très voilà. Oui. Parce que c'est comme ça. Parce que actuellement, L, c'est le coefficient entre I et L, et entre I et phi. Phi, c'est le champ magnétique scalaire S. Donc S, ça dépend que de la forme du circuit. Et le champ magnétique, il est proportionnel à I. Et le reste, c'est juste une histoire de la façon du point de calcul. Donc en fait, mis à part I, tout le reste dépend simplement d'un calcul de géométrie primitif. D'accord? Voilà. Thomas, je te dérange pas? Si vous avez un truc important, vous me le dites, il n'y a pas de problème, mais juste, voilà. Moi, je ne veux pas savoir si tu es en train de scroller Instagram ou si tu regardes un truc important. Voilà. On est d'accord là-dessus? Deuxième chose importante, je vous avais donné un argument au départ sur le fait qu'elle était positive à cause de l'énergie contenue. Ici, je vais en avoir un autre. Vous voyez qu'en fait, si je fais augmenter I, d'accord, là maintenant, on va essayer de le faire plus subtilement. Si j'augmente I, la valeur de I, dans le même sens, d'accord, dans ce sens-là, je prends I positif et je monte sa valeur. D'accord? Ça signifie que le flux va croître, d'accord? Ça signifie donc que dφ sur dt va être positif, que moins dφ sur dt va être négatif, d'accord? Dans cette histoire-là. Et vous voyez que la loi de Lenz vous impose que, grosso modo, en fait, vous vous opposiez à la variation de I dans cette histoire-là. Donc, il faut que E soit négatif à l'arrivée. D'accord? Donc, en fait, le raisonnement qu'on a fait, phi augmente, ça avait quand même une petite condition. Je vais la refaire maintenant. Si I augmente, comment on sait que phi augmente? Ou à quelle condition phi augmente si I augmente? À condition que L soit positif. Si on fait le truc inverse, on dit tiens, je suppose que L va être négatif. Si L est négatif, ça signifie que quand I augmente, phi diminue. Et donc, en fait, mon générateur va aggraver le phénomène. D'accord? Or, la loi de Lenz vous raconte depuis lundi que les phénomènes d'induction ont tendance à s'opposer aux causes qui les ont fait naître. Et donc, nécessairement, la loi de Lenz vous raconte que L doit être positif. D'accord? Donc, la loi de Lenz impose que... Et ça, c'est un théorème que vous connaissez depuis octobre, d'accord? Que L soit positif. Oui. Ah non, c'est 100%. J'ai pas mis en général. Hein. De manière générale. Oui, alors oui, non, mais là c'est de manière générale au sens, ouais, ça c'est tout le temps ça. C'est absolu, d'accord, voilà. C'était un de manière générale qui voulait dire en généralisant, parce que je l'avais démontré que dans un exemple, mais c'est vrai tout le temps. Ça c'est... Non, c'est vraiment... ça c'est monstrueux ça.
Vous avez un petit exercice. Je crois que je vais. Ouais, non, je vais le faire. D'accord. Pour une bobine, vous vous souvenez du champ magnétique? De la valeur du champ? C'est mu0 fois le lemme de spire fois l'intensité divisé effectivement par la longueur que j'avais appelée petit l. D'accord, voilà. Donc, que vos filles. Alors, je vais refaire un petit dessin, d'accord? Votre bobine, elle est comme ça. Vous avez votre champ magnétique qui est comme ça, qui est uniforme. Vous avez plein de spires dedans. Donc, à chaque fois, le flux pour une spire, c'est B multiplié par S. Mais ce flux, il s'exerce dans combien de spires? N. D'accord? Donc, le flux, ça vaut tout simplement N multiplié par S multiplié par B. Et donc, le flux vaut tout simplement mu0 N carré S sur petit l fois I. On retrouve bien le fait que le flux est proportionnel à l'intensité, que le reste est uniquement un problème de géométrie. D'accord? Et ça, en fait, par définition, c'est grand L. D'accord? Alors, on peut, si vous voulez, faire un petit calcul d'ordre de grandeur pour voir si, grosso modo, ça marche. D'accord? L. Alors, mu0, ça vaut à peu près 4pi 10 moins 7. Ça vaut pas à peu près, ça vaut 4pi 10 moins 7. Et si, donc alors 4pi ça fait 10, d'accord? Donc ça c'est 10 moins 6, et si à peu près. D'accord? Donc à ça près, c'est bon. Alors n en général, c'est très élevé. D'accord? N très souvent, vous pouvez avoir 1000, 10 000 spires. Je vais prendre un truc à 10 000 spires, donc 10 puissance 4. D'accord? L, pour une bobine, c'est à peu près grand comme ça, on va dire 10 cm. D'accord? Donc 0,1 mètre. Et la surface, par contre, en général, c'est plutôt petit. Donc, je sais pas, moi, 1 cm² à peu près, à la louche, quoi. Voilà. Donc, 1 cm², ça fait 10 moins 4 mètres, c'est ça? Très, très à la louche, hein. D'accord? Dans ce là. Si on met tout ça ensemble, ça vous raconte qu'elle vaut à peu près 10 moins 6, vous voyez que ça, c'est assez petit. Vous avez un 10 puissance 8, là. D'accord? À cause de n. J'ai peut-être fait beaucoup pour n là. D'accord? Bon, c'est pas grave. Ah bah non, bah je sais bien, j'ai un n qui se barre avec s. Donc ça c'est cool. Donc voilà. 10 moins 6, 10 puissance 16 fait 10 moins 2. Et ensuite j'ai divisé par l, donc divisé par 10 fait donc 10 moins 1. À peu près. D'accord? 10 moins 1 Henri. C'est-à-dire une centaine de millihenri, ce qui est l'ordre de grandeur. Un peu élevé. C'est un peu élevé là pour le coup, c'est probablement les 10 000 spires sur lesquels, sur 10 cm, faut se battre un peu. Mais dans le principe, c'est à peu près ça. D'accord? Vous voyez comment on fait le calcul? D'accord? Sans aucune forme de problème. Ça se passe relativement bien. D'accord pour l'auto-induction? Voilà. Ok. Je fais un petit rappel quand même. D'accord? Petit rappel, l'auto-induction. Alors, je fais un rappel mais avec d'autres mots. Je vous avais dit une bobine, maintenant je vais dire l'auto-induction. D'accord? L'auto-induction, en fait, stocke de l'énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un circuit qui est parcouru par I, en fait, il stocke de l'énergie. Et cette énergie stockée, elle vaut tout simplement 1/2 de LI carré. D'accord? C'est le même résultat qu'au premier semestre, sauf qu'on a juste changé le nom. Donc, l'auto-induction stocke de l'énergie à hauteur de LI carré sur 2. D'accord? Qui est bien sûr positif ou nul, sans aucune forme de problème. Donc je vous rappelle, hein, c'est la puissance fournie voilà, par le truc. Ça se refait sans aucune forme de problème. On est au clair là-dessus? Donc ça, c'est pas dur, dans le principe. Petite remarque, c'est le cas le plus simple. Vous n'avez pas d'équation de la mécanique dans cette histoire. D'accord? Ça vous raconte juste un truc simple. Alors là, on va complexifier un peu les choses, mais pas tant que ça finalement. C'est juste petit 2. Induction mutuelle. Ce truc-là est hyper utile. En fait, vous passez votre vie à utiliser ça. Dès que vous utilisez un chargeur de téléphone portable, vous utilisez ça.
Autrement dit, à peu près tout le temps. D'accord ? En fait, quand vous allez prendre un chargeur de téléphone portable ou un chargeur d'ordinateur, la première chose que vous allez faire, c'est brancher sur du 220 volts. Or, votre sortie doit être une sortie USB, donc ça doit être du 5 volts. Si vous avez un ordinateur portable, ça peut monter un peu, mais en général, c'est de l'USB-C, c'est du 5 volts, quoi qu'il arrive. Et, enfin, vous pouvez avoir du 20 volts en charge rapide. Et grosso modo, ça signifie que vous devez faire tomber la tension de 220 volts à 20 volts. D'accord ? Le but du jeu, c'est de faire ça avec le moins de pertes possible. Donc, on ne fait pas un diviseur de tension comme des gros cochons pour grosso modo tout balancer dans une résistance, parce que sinon ça marche, effectivement, mais c'est pas ça. Et donc, en fait, on va utiliser ce truc-là. Un premier étage qu'on appelle un transformateur, qui va consister, en fait, à faire baisser la tension. Et donc, on va voir ce machin-là. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète, l'induction, c'est un truc qui est présent dans quasiment l'intégralité des aspects de votre quotidien. Il y en a vraiment partout. C'est vraiment la découverte du 19e siècle, ce truc-là. Induction mutuelle. Alors on est parti. Soit donc, puisque c'est mutuel, deux circuits que je vais appeler C1 et C2. Voilà. Voilà les bêtes. D'accord ? J'ai deux circuits C1 et C2. Ils sont plus ou moins là, plus ou moins près. Voilà. Ils sont là, quoi. Ils existent. Ils ne sont pas infiniment loin l'un de l'autre, mais c'est pas très grave pour le raisonnement. Ces deux circuits-là, je vais pour l'instant orienter mes intensités. Et vous savez que je peux les orienter arbitrairement. On est d'accord ? Donc par exemple, dans mon circuit-là, je vais orienter I1 comme ça. Et I2, bah tiens, comme je ne suis pas sympa, j'ai décidé que mon I2, bah, j'allais l'orienter dans l'autre sens. Non, j'ai tellement l'habitude. Voilà. Donc, je le fais juste pour l'exemple, hein, c'est pas du tout important. C'est juste pour vous rappeler qu'a priori, I1 et I2 ont des orientations relatives qui sont complètement arbitraires. C'est deux mailles séparées, je fais ce que je veux de ma vie. D'accord ? Donc ça, hein, c'est des orientations arbitraires. Ça va être important pour la suite. Alors, l'idée est la chose suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais particulariser mes deux circuits. Ce que je vais supposer, c'est que je réussis, avec un générateur par exemple, à faire circuler I1 dans le circuit 1, mais que I2 par contre est un circuit a priori passif. Donc il n'y a pas de générateur actif dans ce truc-là. Les deux rôles sont permutables, on peut faire à peu près les deux, mais c'est pour l'instant pour essayer de comprendre ce qui se passe. On suppose que C1 est parcouru par I1, et je vais supposer, alors par I1 pour l'instant, et je supposerai après que I1 est éventuellement variable. D'accord ? Comme vous avez un circuit parcouru par I1, ce circuit devient quoi ? Un dipôle magnétique, d'accord ? Et donc ce circuit crée un champ magnétique dans tout l'espace proportionnel à I1. D'accord ? Donc C1 crée un champ que je vais appeler B1, d'accord ? Qui n'a aucune raison d'être uniforme, encore une fois, d'accord ? Crée un champ I1 qui est proportionnel à I1 dans tout l'espace. Donc, si je refais un dessin, mais je vais faire plutôt un dessin en coupe, si vous voulez. D'accord ? Imaginons, j'ai mon circuit C1 ici, j'ai mon circuit C2, je ne sais pas moi, qui est par là. Ils n'ont aucune raison d'être coplanaires par ailleurs. Ça signifie donc que mon circuit C1, il va donc créer comme ça, en fait, un champ magnétique, d'accord ? Que je vais représenter par des lignes de champ. Et ces lignes de champ, elles vont à peu près partout. Et donc, en particulier, vous avez des lignes de champ qui vont traverser C2. On est d'accord ? Bien entendu, le champ magnétique va être d'autant plus faible que C2 est éloigné. Ça, c'est normal. D'accord ? Et au contraire, quand vous allez rapprocher C2, vous allez avoir quelque chose de très fort. Le maximum va être atteint quand, à votre avis, c'est quoi la meilleure façon pour que C2 intercepte le plus de lignes possible de ce que C1 produit ? Effectivement, il faut que ce soit les deux mêmes circuits qui soient collés l'un sur l'autre. Proche, vous mettez ça. Dès que vous allez avoir même si C2 est trop grand, en fait, ce sera moins efficace parce qu'il y aura une très grande surface, mais il n'interceptera pas toutes les lignes la ligne de C1 sont dans le bon sens, elle va replonger dans l'autre sens, donc le flux va baisser. Au contraire, si C1 est trop petit, il ne va pas intercepter toutes les lignes de champ dans le même sens.
Donc l'optimal, on en reparlera tout à la fin. La situation optimale, c'est-à-dire là où C2 intercepte le plus de lignes de champ dans le même sens que C1, c'est si C1 et C2 sont littéralement collés l'un sur l'autre avec la même forme. Ok. Donc voilà. Ça me raconte quelque chose. Ça signifie donc qu'en fait, le circuit 1 crée dans le circuit 2, vu qu'il y a un champ magnétique et une surface. Non. Un flux. Ah oui, un flux. D'accord. Donc, C1 crée dans C2 un flux. D'accord. Voilà. Ce flux, il va avoir un petit nom. Il est appelé flux induit. Que je vais appeler phi de 1 sur 2, puisque c'est le flux induit par le circuit 1 sur le circuit 2. Est-ce que ce flux est proportionnel à I1 ? Oui, a priori, le champ magnétique est proportionnel à I1. La surface, elle, n'a pas de raison d'avoir dépendance en I1. Et donc, en fait, tel que, c'est pas très compliqué, en fait, le flux de 1 sur 2 est égal à un truc que je vais appeler grand M I1. D'accord ? Avec M, porte un nom, c'est le coefficient d'induction mutuelle. Ou mutuelle, tout court. Voilà, on appelle ça la mutuelle parfois. Ou inductance mutuelle, enfin il y a un peu de tout quoi. Donc il y a 3 termes et qui tournent à peu près tous autour du même pot. Voilà. Vous remarquez que là je suis en train de faire une escroquerie, d'accord ? Et je ne vais pas vous le démontrer, je vais vous le faire admettre. Mais vous voyez que théoriquement, j'ai dit que le flux de 1 sur 2, c'était proportionnel à I1, ça on l'a démontré. Mais je ne mets pas de coefficient là. Or, théoriquement, ça devrait être le coefficient d'inductance mutuelle du circuit 1 vers le circuit 2. D'accord ? Eh bien, il s'avère en fait, et ça c'est une histoire de conservation du flux du champ magnétique, que si vous inversez I1 et I2 dans la même situation, vous allez avoir les mêmes lignes de champ qui vont partir de I2 et qui vont couper I1. Et ça, c'est une propriété assez intéressante. En fait, il s'avère que M vérifie également que le flux de 2 sur 1, c'est égal à MI2 avec le même M. Donc ça, c'est un truc que je vous fais admettre. D'accord ? Je ne sais pas si Mme Bouvresse prendra la peine de le redémontrer l'année prochaine, parce que c'est un peu en dehors de son programme, mais ça provient vraiment de la topographie et de la façon dont le champ magnétique fonctionne. D'accord ? Ça, pour le coup, c'est pas simple. Ok ? Donc ça, c'est admis, vous pouvez l'écrire. M vérifie également que le flux éventuel de 2 sur 1, c'est égal à M multiplié par I2. Autrement dit, c'est le même coefficient. Donc en fait, c'est pas I1 qui a un coefficient d'induction mutuelle, ni I2 ni C2 qui a un coefficient d'induction mutuelle, c'est en fait l'ensemble des deux. À partir du moment où vos deux circuits sont posés géométriquement et qui ne bougent plus, ils ont le même M dans les deux sens. Et ça, c'est important, ça signifie que ce que voit C1, d'accord ? C'est la même chose, enfin voilà, il y a les mêmes lignes de champ, en tout cas le même genre de flux qui va se balader. Ça, c'est un truc vachement rigolo, petite remarque, ce qu'on appelle le flux retour. On va faire le raisonnement, on va le faire ensemble. Imaginons que I1 varie. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là ? Ça varie. Donc vous avez dans votre circuit C2 un flux variable. Donc vous avez apparition d'une force électromotrice qui va donc faire tourner les électrons de votre circuit. Les électrons de votre circuit vont se mettre à tourner et vous allez avoir une intensité I2 qui, grosso modo, va refaire un champ magnétique qui va être beaucoup plus faible, bien sûr, qui va venir impacter C1 et qui va se reprendre le truc en retour. D'accord ? Ça s'appelle l'effet de mutuel retour. D'accord ? Petite remarque, pour reprendre l'actualité d'il y a une dizaine de jours, lorsque vous avez eu un blackout en Espagne, vous avez une surcharge réseau. La surcharge réseau fait un effet de mutuel retour sur l'intégralité des centrales qui sont en train de produire de l'électricité. La fréquence se casse la gueule, les centrales se mettent en sécurité. C'est pour ça que les centrales nucléaires françaises du Sud se sont arrêtées net 3 minutes après le blackout en Espagne. Si vous avez suivi un peu les détails. Il y a eu un blackout en Espagne. Putain, mais c'est pas possible d'être sur Mars à ce point-là, quoi. Je veux dire, il y a un des plus grands pays d'Europe qui a été blackouté pendant 12 heures. Voilà, d'accord ? Je n'ai pas très bien compris le rapport, enfin
En gros, ce qui se passe, c'est que quand vous faites tourner une turbine, en fait, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est comment une centrale nucléaire produit de l'électricité. Une centrale tout court. Vous faites tourner une turbine, d'accord? Ça produit une tension qui est énorme, et ça la balance dans un circuit électrique à 200 volts. En fait, pas tout à fait. Il y a un premier étage sur la ligne de haute tension, d'accord? Et ensuite, vous avez un reconvertisseur derrière. En gros, vous faites de l'induction magnétique, d'accord? Et vous balancez ça. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est important. C'est que l'offre doit toujours être conditionnée à la demande, et inversement. Autrement dit, vous ne pouvez pas produire trop d'électricité, ni pas assez. Et la manifestation de ça, c'est qu'en fait, lorsque vous avez la mutuelle retour qui s'exprime, d'accord? En gros, votre mutuelle retour va vous imposer en fait une espèce de vitesse de rotation, c'est un espèce d'équilibre, et l'intégralité des fournisseurs, enfin plutôt des producteurs d'électricité européens garantissent le 50 Hz à 6 décimales. D'accord? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est un pacte industriel qui, en fait, oblige les producteurs européens d'électricité à, grosso modo, toujours ajuster la production à la demande. D'accord? Ce qui est un énorme problème des renouvelables de manière très générale, parce qu'on n'ajuste pas. Justement. Okay. Donc, l'idée est la chose suivante. Si à un moment donné, de façon extrêmement brutale, la demande devient trop forte par rapport à l'offre, ou là, dans ce cas-là, l'offre se casse la gueule alors que la demande n'a pas bougé d'un pouce, d'accord? Ta mutuelle retour va devenir extrêmement importante, d'accord? Et grosso modo, en fait, tu vas avoir tes turbines qui vont commencer à tourner moins lentement. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais, alors il y a des petites variations qui sont tolérées, mais si jamais ça se casse trop la gueule, la fréquence de production, la fréquence vraiment les 50 Hz, grosso modo, les centrales s'arrêtent, par sécurité. Aussi parce que la majorité des industriels construisent des machines qui sont censées tourner à 50 Hz, pas à 30. Ouais. Du coup, ça aurait pu faire un effet de boule de neige beaucoup plus grand. Oui, c'est ça le problème des blackouts, c'est que ça se passe pas bien, en général. Mais du coup, pourquoi ça s'est arrêté aussi? Parce que l'Espagne et ses centrales à gaz sont toutes arrêtées. D'accord? Ça c'est clair pour le coup. Enfin, le temps qu'il les redémarre. Les centrales nucléaires sont beaucoup plus réactives. Ça se fait pas à la main, ça se fait vraiment automatiquement. Et en fait, comme là c'est pas la France qui alimente l'Espagne, bah, c'est pas grave. Enfin, grosso modo, la France a fait ce truc et puis voilà, il s'est rien passé. Voilà. Ouais. On sait pas. Ça fait 10 jours, on sait pas. On sait toujours pas. On ne sait toujours pas pourquoi il y a un blackout en Espagne. Les spéculations vont bon train, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai regardé hier, on ne sait toujours pas. Ouais. Non, il y a une centrale en France qui s'est mise en sécurité. C'est tout. Oui. En Espagne, à un moment donné, il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus de jus. Pendant 6 heures. Ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent tout redémarrer en même temps? Non, tu redémarres au fur et à mesure et en fait, tu gères le grid pour que la demande... Oui. Voilà, c'est pour ça que tu as des packs de remise en... Voilà. Tu rallumes le temps, tu fais, voilà, tu gères le grid après en disant, voilà, bon, on va rallumer telle ville, on va rallumer telle ville, on va rallumer telle centrale, on va rallumer... T'importe. La facture de lundi dernier de la France vers l'Espagne, ça va être quelque chose, quoi. Parce que quand tu apportes de l'énergie de façon forcée, tu la payes cher. Ouais. Est-ce que le champ magnétique qui sera produit par C1 dû à la mutuelle retour Ouais. de C2 va suivre les mêmes lignes de champ que le premier champ magnétique? Pas, grosso modo, oui. En fait, c'est pas tout à fait les mêmes lignes de champ, c'est que c'est une espèce de tube, en fait. En gros, si tu prends le tube complet qui part de là et le tube complet qui va vers là, tu vas retrouver des topographies similaires. C'est un peu plus subtil que ça. D'accord. Alors, petite remarque, cet effet de mutuelle retour, c'est en général un effet négligeable, tout simplement parce que la valeur de M peut être assez faible, donc la valeur de I1 peut être assez faible, d'accord? Et comme ce truc-là est fait par... Non, pardon, la valeur de I2 va donc être assez faible, et donc ensuite, vous allez avoir un terme en M carré qui va se balayer dans cette histoire. D'accord là-dessus? Donc, il y a un truc qui est extrêmement important. Parce que là, c'est là-dessus. Donc, ceci, en fait, peut générer... Enfin, génère, c'est exactement ce que temps d'ailleurs, génère un flux retour qui est qu'en fait, grosso modo, qui va être proportionnel à M carré. Vous êtes d'accord avec ça? Grosso modo, vous avez M pour produire I2, et ensuite vous avez encore un facteur M pour produire Φ1. Alors, l'idée est la chose suivante, c'est que, imaginons que C1 et C2 soient le même circuit, soient exactement au même endroit. D'accord? Vous voyez que, grosso modo, M va être confondu avec L. Parce que si votre circuit 2 a exactement la même géométrie que votre circuit 1, et bien en fait, M va être égal à L1. Et pareil, M va être égal à L2 dans cette histoire. Donc, dans la situation optimale, en fait, vous avez par ailleurs L1 qui est égal à L2, il n'y a pas de problème, puisque c'est le même circuit, et M qui est égal, et M carré qui est égal à
L1, L2 ou L carré. L'idée est la chose suivante, ça va générer un théorème que j'essaie de vous faire sentir là, pareil, on va l'admettre. Mais c'est que grosso modo, l'inductance mutuelle est toujours quelque chose de moins efficace que l'inductance propre, tout simplement parce que vos circuits ne sont pas confondus. Raconter ça, ça vous raconte la chose suivante. Donc, on montre la contrainte suivante. C'est qu'en fait, comme la mutuelle est forcément moins efficace que l'inductance propre, vous avez un truc relativement simple, c'est qu'en fait, M carré, c'est inférieur ou égal au produit de L1 et de L2. D'accord ? Petite remarque quand même, quelle est l'unité de M à votre avis ? Vous remarquez que c'est exactement la même structure que phi égale Li, et donc M et L ont littéralement la même unité. Donc M étant Henri. Oui. Pas du tout, le M c'est plus petit en général. M c'est majoré par ça, en général c'est beaucoup plus petit. Mais comme vous faites, si vous avez déjà vu un transformateur c'est littéralement deux bobines qui sont interpénétrées l'une dans l'autre. Il y en a une qui a beaucoup moins de tours que l'autre. D'accord ? Mais dans le principe, elles sont vraiment... Enfin, grosso modo, tu as l'impression de voir une bobine, et sauf qu'il y a 4 fils, quoi. Il y a 2 fils qui rentrent et 2 fils qui sortent. C'est la bobine primaire et la bobine secondaire. M étant Henri. Maintenant, question subtile. Là, je suis allé très vite quand même. Parce que j'ai mis des trucs pas sous le tapis, mais bon. Si je veux définir un flux, il faut que je définisse... C'est quoi la définition du flux, déjà ? C'est un produit scalaire, on est d'accord. C'est B fois S scalaire N. Donc, il faut que je définisse N quand même. Mais N dépend en fait de l'orientation de I1 ou de I2. Or, vous voyez que I2 en particulier, je l'ai pris n'importe comment. Donc, si je change le sens de I2, je vais changer le sens de N. Donc, je vais changer le signe de flux. Du flux sans avoir touché par ailleurs à I1. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, si je changeais I1, je le changeais entre guillemets 2 fois. Je changeais le signe de I1 et je changeais l'orientation de N, donc je retombais sur mes pattes. Ici, en l'occurrence, je peux changer sans aucune forme de problème l'orientation de I2 et donc celle de N, sans pour autant changer le signe de I1, qui lui, a priori, n'est pas touché par ça. Et donc ça, c'est extrêmement important, ça signifie que M, a priori, n'a aucune raison structurelle d'être positif. M peut prendre n'importe quel signe, ça va dépendre des orientations réciproques de I1 et de I2. Encore dans mon dessin, grosso modo, je peux choisir que N soit comme ça, auquel cas phi sera négatif, ou N comme ça, auquel cas M sera positif. D'accord ? Donc M est Henri, mais peut prendre n'importe quel signe selon les orientations de I1 et I2. Impeccable. Voilà les deux phénomènes que vous devez retenir pour ça. Ce sont quasiment c'est quasiment votre dernière formule de tout le chapitre d'induction, celle-là en particulier. Les autres, c'est des définitions. D'accord ? On va appliquer ça et on va essayer de comprendre justement comment un convertisseur de tension, ça fonctionne. D'accord ? Et on va regarder un peu comment ça marche. Donc, petit 3, étude pratique. Alors, on y va. Soit le circuit suivant. Ça, il faut vraiment que vous le bossiez pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, je prends un générateur de tension sinusoïdale. D'accord ? Sinon, c'est pas drôle. Petit e de t, comme ça. Donc, on va se placer en régime sinusoïdal forcé. Jusque-là, tout va bien. Je mets une magnifique résistance R1 dans cette histoire-là. Et une bobine L1. Un magnifique circuit RL serré. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais mettre une bobine L2 ici, que je vais mettre en parallèle d'une résistance R2, qui va être en fait ma résistance de charge. D'accord ? Voilà. Et bien entendu, ces bobines sont suffisamment proches pour que, grosso modo, elles se parlent. Autrement dit, ici, j'ai un coefficient d'induction mutuelle pour que L1 et L2 se causent. D'accord là-dessus ?
Vous êtes donc pour la première fois de votre existence face à un problème que vous ne savez pas résoudre, qui est un problème de circuit couplé. Ce que ça vous raconte, c'est que l'intensité qui circule dans ce circuit-là dépend de l'intensité qui circule ici, et inversement. Néanmoins, on va avoir des bons réflexes. Quelle est la première chose? En fait, grosso modo, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, il va falloir orienter I1 et I2. Petite remarque, il est en théorie interdit de dessiner M tant que je n'ai pas orienté I1 et I2, parce que la définition de M dépend des orientations respectives de I1 et I2. I2 en partie dans son signe. Je mets I1 comme ça de façon évidente afin que mon générateur soit sans convention générateur, et je mets I2 un peu au pif. De toute façon, mettre I2 au pif, c'est juste mettre M au pif. Et puis voilà, d'accord. On est au clair là-dessus? Oui. J'ai pas inverse, j'ai mis au pif, donc si je mets au pif, je mets au pif, quoi. Tu veux que je le mette dans l'autre sens? Moi, ça me choque pas, hein. Je dis, non, mais attends, non, vas-y. Non, mais si t'es une religion, t'es une religion. Moi, je veux pas me fâcher avec personne, hein. Pas de problème, hein. Bah, au pif, c'est au pif. Oui, mais vous avez expliqué pourquoi, mais j'arrive ça un peu pas. Au pif, quoi. Premier cours d'électrocinétique, enfin peut-être pas le premier, mais le troisième cours d'électrocinétique, on oriente les intensités de façon arbitraire dans un circuit. Ici, ça va rien changer pour l'instant, ça change le signe de M pour le coup. C'est tout. Mais là, comme M, de toute façon, on prévoit que dalle, au pif. On prévoit que dalle, arbitrairement. Un énoncé bien fait te fixe toutes les conventions avant de te dire M vaut ça. Voilà. C'est tout. Alors, ceci, vous savez pas faire, d'accord? La première étape à faire dans ce genre de cas, c'est ce qu'on appelle le découplage des circuits. Autrement dit, en fait, vous allez faire en sorte de séparer vos deux circuits, d'accord? Et d'avoir le circuit 1 à traiter et le circuit 2 à traiter pour appliquer vos lois d'émail, vos lois des nœuds, etc., etc. Petite remarque, les circuits sont en général extrêmement simples, c'est souvent des circuits à une maille, il n'y a pas trop de problèmes, d'accord? Dans ces histoires-là, mais il faut le faire. Donc, première étape, on découple les circuits. Alors, découpler les circuits, ça signifie en fait recopier chacun des deux circuits. Celui-là, donc ça va être facile, je recopie le générateur. La résistance, c'est facile. Et en fait, cet ensemble-là, je vais le retransformer en quelque chose d'inductif. D'accord? En particulier, il va falloir que j'exprime M. Alors, on est parti. Donc là, je mets mon générateur E, il ne change pas. Ma résistance R1 ne change pas. Alors ici, vous avez deux choix qui vont revenir au même. Soit vous conservez la bobine, l'auto-induction, comme un dipôle passif, comme d'habitude. D'accord? Ok? Donc ça va vous dire que vous le mettez comme ça, avec un coefficient L1, comme une bobine du premier semestre, sans aucune forme de problème. Vous avez le droit de le faire comme ça, ou si vous avez envie, vous pouvez dire que ça va être un générateur. Dans quel sens? Vers le bas, puisqu'il est dans le même sens que I1, dont la force électromotrice sera moins L d2I1 sur dt. Ce qui revient même de dire que c'est la bobine dans l'autre sens, avec L d2I1 sur dt. On est d'accord? Je vais le faire comme ça. Alors, tout le monde suit là? Le générateur est dans le même sens que I1. C'est la loi de Faraday qui vous raconte ça. D'accord? Et la force électromotrice vaut moins L1, pardon, quand même, il faut un petit 1 là, moins L1 d2I1 sur dt. Encore une fois, si vous le gardez sous une forme bobine avec la tension vers le haut qui vaut L1 d2I1 sur dt, ça revient littéralement au même. C'est juste une question de point de vue. Oui. On le met dans le même sens parce que c'est comme ça qu'on l'a... Parce que la loi de Faraday te raconte ça. Mais par contre, en réalité, vu qu'il y a un... En fait, ceci était... Enfin, si tu veux, je peux faire les deux. Hein. Ceci est équivalent à ça. L1 d2I1 sur dt. C'est soit en convention générateur, ta tension vaut moins L1 d2I1 sur dt, soit en convention récepteur, elle vaut L1 d2I1 sur dt. C'est vraiment une histoire de point de vue. C'est est-ce que tu travailles comme un électronicien ou est-ce que tu travailles comme un inductancien, si je peux faire ces mots dégueulasses, d'accord? En gros, est-ce que tu considères que ce truc-là, c'est un générateur auto-induit ou est-ce que tu considères que c'est un dipôle passif qui se comporte comme d'habitude et on se fait fâcher avec les causes physiques réelles de cette histoire? On est d'accord là-dessus? Par contre, celui sur lequel on n'a absolument aucun choix, c'est le suivant.
celui-là, il est forcément dans le même sens que I1. Il a une tension ici comme ça, et elle vaut combien? Ça, c'est de la mutuelle induite, d'accord? Donc, c'est l'opposé de la dérivée du flux. Donc, c'est moins la dérivée de phi de 2 sur 1 par rapport au temps. Vous êtes d'accord que ça, c'est Faraday qui vous raconte ça? Et donc, si vous reprenez la formule ici, ça vous dit que ça, en fait, c'est moins m d2i2 sur dt. Et ensuite, vous fermez votre circuit. Donc, la présence d'une mutuelle vous raconte qu'en fait, dans votre circuit, vous avez non seulement un truc qui ne dépend que de I1, le circuit RL un peu classique, un peu habituel, mais vous avez un terme supplémentaire qui provient du fait que, a priori, I2 va varier dans le circuit numéro 2. Ça, c'est le terme de mutuelle retour. Il est là. D'accord? On est au clair là-dessus? Ça, c'est votre circuit 1. Oui, je t'écoute. Ça marche avec les circuits passés en complexe? Oui, ça marche sans passer sous complexe, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc, on passera en complexe les équations issues des lois des mailles. On va le faire comme ça. Sinon, c'est un générateur. J oméga, ça marche très très bien dans ces histoires-là. Mais ça va être un peu plus pénible, donc on va faire d'abord à loi des mailles, comme c'est des circuits simples. On va passer en complexe la loi des mailles plus que là. Ça, c'est votre circuit 1. D'accord? Et votre circuit 2, il va avoir quelle tronche, si vous avez compris? Alors déjà, on va faire les choses simples. Les choses simples, c'est ça. D'accord? Ça, on est content. Et ensuite, je vais avoir combien de dipôles ici? Je vais en avoir 2, effectivement, c'est exactement la même chose. Je prends quelle religion? Vous préférez une religion bobine ou une religion générateur? Bon, générateur, Full générateur? Alors, mes générateurs, je les mets dans quel sens? Dans le même sens que I2. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc, mon générateur auto-induit et mon générateur mutuel. Celui-là va avoir quel FEM? Avec un moins. Effectivement, ce que je n'avais pas entendu au début. Moins L2 d2i2 sur dt, c'est le générateur auto-induit par la bobine elle-même. Et ici, vous allez avoir un générateur dans ce sens-là, qui va valoir quoi? Moins m d2i1 sur dt. Et là, vous avez 2 circuits. Au lieu d'en avoir un seul où il y a la mutuelle au milieu, vous avez 2 circuits exploitables. D'accord? Vous savez que dans une loi des mailles, vous ne savez pas quoi faire de ce machin-là. D'accord? Là, par contre, dans une loi des mailles, ça va être relativement simple. Vous allez pouvoir faire ça sans aucune forme de problème. Je vais en profiter sur mes 2 circuits pour mettre les FEM qui me manquent, c'est-à-dire les tensions qui me manquent au banc des résistances. Celle-là, je la mets dans quel sens? En récepteur, c'est-à-dire vers la gauche, vers la droite? Vers la gauche. C'est sûr, Alicia? Oui, c'est la même que ta gauche, là, pour le coup. Mais c'est juste, t'as fait vers la gauche. Donc, je sais pas. Non, mais je comprends, moi aussi, la gauche, la droite, c'est compliqué, ça dépend de comment on est tourné. Voilà, mais bon. Mais après, voilà. On est d'accord là-dessus? Et pareil, R2 en convention récepteur. Donc, encore une fois, les 2 religions sont possibles pour l'inductance propre. D'accord? Générateur ou bobine. Moi, j'aime bien garder la bobine parce que ça me fait des réflexes un peu comme d'habitude. Mais comme de toute façon, la mutuelle va venir me faire chier. Donc, voilà. Interdit, par contre, pour la mutuelle de mettre une espèce de pseudo-bobine dans l'autre sens en mode machin truc. D'accord? Ça n'existe pas, ça. Ok, c'est un générateur commande. Donc là, Clément, ça va venir. D'accord? On fait donc une loi des mailles. On en fait donc même 2. 2 lois des mailles puisqu'on a 2 circuits. Donc on y va. Comme d'habitude, on tourne dans le sens trigo. Et on lit. Petite révision standard des lois des mailles. Rapidos là. Voilà. Alors, je vous écoute. Alors, si je prends ce circuit-là, je commence ici. Je suis dans le bon sens ou pas? Non. Donc ici, je vais avoir tout simplement plus m d2i2 sur dt. M d2i2 sur dt. Tension d'après. L1 DI1 sur dt. Même punition, même motif. L1 d2i1 sur dt. Plus
1 et 1, d'accord. Vous remarquez que grosso modo, on retombe bien sur la bobine et le circuit RL, tout ce qui est plus standard, d'accord. Voilà. Et c'est effectivement égal à petit e de t, ou moins e égale 0 si vous préférez. D'accord là-dessus? Deuxième équation. Donc là, je pars de la tension borne de R2. Elle est dans le bon sens ou pas? Ouais. Donc j'ai R2I2. Ensuite, qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Pose ta question, Clément. À moi. Non mais ah non non. Ah non ok. Non c'est bon. Moins plus, d'accord? Ouais, non, C'est mais- ça là. Là-bas, on est dans le mauvais sens, d'accord? Donc ça va donner plus L2 D2I2 sur DT et plus M D2I1 sur DT. Vous remarquez que structurellement, quoi qu'il arrive, vous allez faire ça dans le même signe de chaque côté. Parce que tu l'as retenu. Égale 0. D'accord? Là, on a un magnifique système d'équations différentielles linéaires couplées du premier ordre et on ne sait pas quoi faire avec ça. Enfin, si on sait, mais c'est un peu pénible. Soit on se prend la tête sur des changements de variables épouvantables, parce que là, pour le coup, les petites astuces habituelles, ça n'a pas marché. D'accord? Soit on passe au formalisme complexe et on tape là-dessus à coups de pelle. Voilà ce qu'on va faire sans aucune forme de pitié. Alors, à quelles conditions peut-on passer en formalisme complexe quand on a les équations différentielles sous les yeux? Quelles sont donc les propriétés des équations différentielles pour que ça marche? Ouais. Alors, je m'en fous de générateur, il n'y a pas de générateur dans les équations différentielles. Ouais. On ait des résistances. Il faut qu'on ait au moins une résistance, effectivement. Alors là, pour le coup, dans les deux. C'est bon, ça tourne, on est content. Ouais. Il faut que ce soit linéaire, effectivement. Alors ça, c'est pas l'équation différentielle, c'est le circuit. Est-ce que cette équation différentielle est linéaire, déjà? Parce que le problème, c'est que j'ai introduit un composant nouveau dans cette histoire. Celui-là, là. Voire celui-là, même, d'ailleurs. Et vous n'avez pas de théorème qui vous raconte que la mutuelle est un effet linéaire, en fait. Je ne l'ai pas écrit, je l'ai écrit genre nulle part, en fait. Sauf que, effectivement, pourquoi la mutuelle est linéaire? Maintenant que vous avez fait de l'algèbre linéaire, ça devrait vous sauter à la gueule sans aucune forme de pitié. Parce que la dérivation est un opérateur linéaire, parce que d de f plus i, c'est d de f plus d de g, et que d de lambda f, c'est lambda df. C'est la définition d'un opérateur linéaire. Maintenant que vous êtes des grands et des grandes, on peut se parler un peu, sans même. Je suis pas obligé de vous parler comme à des bébés. Il faut qu'il y ait que des résistances et des... Non, on s'en fout. C'est un opérateur linéaire, la dérivation. Terminé, au revoir. D'accord? Et troisième condition, quand même... Oui. Il faut que le second membre soit sinusoïdal, d'accord? Ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, d'accord? C'est un magnifique... Ah non, non, si, hein. A cos oméga t plus phi avec a égale 0, c'est magnifiquement sinusoïdal, ça, il n'y a aucun problème. aucun problème. Là, alors là, c'est bien 0, c'est toutes les fonctions, c'est une magnifique fonction exponentielle, c'est une fonction sinusoïdale, c'est une fonction polynomiale, c'est magique 0. 0, c'est magique, d'accord? Voilà. Donc, si e de t est égal à e cosinus oméga t, on peut passer en complexe. Donc, petite remarque pour reprendre la question de Clément tout à l'heure, vous n'avez pas les moyens de transposer le circuit en formalisme complexe dès le départ. Vous devez d'abord vous coltiner la loi des mailles, et donc ce n'est pas les critères sur les circuits qui s'appliquent, c'est les critères sur les équations différentielles, c'est-à-dire l'étape d'avant dans la démonstration de votre cours de novembre sur le régime sinusoïdal forcé. Bon, là, par contre, une fois qu'on en est là, on va taper là-dessus à coup de pelle. Bing! C'est quoi ça? Allez, comment on transpose ça? Ouais, c'est une dérivation, donc on est parti. J oméga grand M facteur de I2 M bar. Voilà, on ne se pose pas de questions. Bing! Ouais, pareil, sauf qu'on va avoir L1, quoi. J oméga L1 I1 M bar plus R1 I1 M bar est égal à quoi? Transposition de ça en formalisme complexe. La barre n'était pas en haut avant. Non? On est sur la barre en bas. Bah oui, on met la barre en bas. C'est quoi la transposition de ça en formalisme complexe? Ouais.
Non, alors là, je suis déjà en amplitude, puisque j'ai des majuscules. C'est un E tout court, effectivement. Je vous rappelle que ça se transpose comme un générateur de tension continue. Celui-là, on va aller un peu plus vite. On a donc R2 facteur de I2 M bar. La barre en haut, c'est le complexe conjugué. Non, en matin. Et chez nous, c'est l'étoile. D'accord. Plus JL2 oméga facteur de I2 M bar. Plus JM oméga facteur de I1 M bar. Égale à magnifique 0. D'accord. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est assez simple, puisque globalement, on a un système linéaire de deux équations, deux inconnues, chose que vous savez résoudre depuis la troisième. D'accord. Voilà. Juste avec des coefficients un peu plus méchants. D'accord. Mais c'est pas très compliqué. Donc, il y a plein de façons de faire ça. En particulier, je suppose qu'est-ce qu'on cherche. On va d'abord chercher I2, d'accord. Donc, on va le faire par substitution, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, grosso modo, je vais exprimer I1 en fonction de I2 ici. Et ensuite, je vais substituer I1 dans la première équation pour avoir une expression de I2. D'accord. Donc, je vous rappelle qu'en physique, c'est une discipline inductive, donc vous vous en foutez d'avoir des équivalences à tous les coins de rue, donc on s'en fout d'avoir le pivot de Gauss. D'accord. Juste pour information. Okay. Ça me permet donc d'écrire que I1 M bar, c'est égal à... Alors, j'ai donc un I2M bar ici. J'ai un R2 plus JL2 oméga, selon toute probabilité, et un JM oméga en bas. Petite remarque, vous voyez que si oméga égale 0, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas, s'il y a un moins, il y a un magnifique moins quelque part, sinon je vais un peu trop vite. Si oméga égale 0, ça ne va pas, ça c'est relativement normal. De toute façon, si oméga vaut 0, il ne se passe rien, puisque votre intensité n'est donc plus variable, vous n'avez donc pas de flux, pas d'induction, que dalle, et donc tout tombe. Okay, donc le cas oméga égale 0, vous pouvez le traiter, c'est juste, vous avez un circuit résistif d'un côté, et un bout de cuivre de l'autre, qui le regarde en pleurant. Okay. Donc ça c'est I1, et ensuite je vais pouvoir donc remplacer I1 là-dedans. Et donc, on est parti. J'ai donc, alors, qu'est-ce que j'ai comme bête? Déjà, j'ai un J oméga grand M facteur de I2M bar. Bon, de toute façon, je vais tout mettre en facteur, je ne vais pas me poser de questions. Et là, je vais remplacer I1 par son expression. Je vais donc avoir un terme vraiment pas beau, avec un JM oméga ici en bas, un moins, et un magnifique R2 plus JL2 oméga, le tout facteur de R1 plus JL1 oméga. Si je ne me trompe pas. D'accord. En fait, j'ai factorisé I1 ici, j'ai remplacé. Et donc, j'ai un terme pas beau, là, qui se balade. Et ça, c'est égal à grand E. J'ai donc une équation du premier degré en I2. D'accord. C'est ça qui me manque. Qu'est-ce qui... J'ai bugué? J'ai raté? Ça a l'air bon, non? Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait bugger, Antoine? Le R1, il est là, vous l'avez... Le R1, il est là. J'ai factorisé R1 plus JL1 oméga sur I1M et ensuite j'ai remplacé par... Ah oui, ok. Ouais. Donc il me faut I2M, donc en fait je vais tout multiplier par JM oméga de chaque côté. D'accord. Et après je divise par ce qui reste là. Donc je me retrouve avec le fait que I2M bar est égal à, alors, J oméga grand M fois E, ça ne change pas, multiplié par un truc vraiment pas beau qui est, alors on y va, R1 plus JL1 oméga, facteur de, facteur de R2 plus JL2 oméga, moins, et là vous avez un magnifique truc qui est M carré oméga 2. Et c'est pas un moins, c'est un plus. C'est un plus là. Et un moins au-dessus. Pourquoi? Et un moins là en fait, tout simplement. Voilà. J'ai un moins là et... Moi je dirais que le moins il prend en compte les deux. Oui, bah il prend en compte c'est un Ah, vous produit. avez mis des parenthèses. J'ai pas une parenthèse, c'est juste un produit.
Mais parce qu'il- Ah oui, non, parce qu'il y a un J. Non, non, parce qu'il y a un J carré. Non, non, oui. Oui, d'accord. Il y a un J carré. Ouais, c'est ça. Il ne manque pas un oméga. S'il y a un oméga qui manque ici. Ah, ok. D'accord. Alors. Avant de développer, on va regarder pourquoi on commence à avoir des problèmes, on commence à transpirer un peu. Le haut, c'est un monôme, tout ce qu'il y a de plus sympa. Ça sent le passe-bas, le passe-bande, d'ordre quoi déjà? Bah, si vous développez en bas, il va se passer quoi? Vous avez un oméga carré, donc c'est un truc d'ordre 2. Mais dans les trucs d'ordre 2, le terme devant le oméga carré, il doit avoir un moins. Or lui, là un plus. Ça sent pas bon. Ça sent soit l'erreur de calcul, soit le truc qui va nous sauver la vie. Pour voir si notre vie va être sauvée, il va falloir développer. Donc, moins JM oméga, jusque-là tout va bien, et je développe comme une brutasse. Même discussion qu'on a eu il y a une semaine et des poussières. Pensez structure, vous avez un polynomial du second degré, vous faites d'abord le terme d'ordre 0, les termes d'ordre 1, les termes d'ordre 2. Quels sont les termes d'ordre 0 dans cette histoire? Vous allez effectivement avoir R1, R2, c'est le seul. Tous les autres, il y a du oméga qui traîne. Quels sont les termes d'ordre 1? Autrement dit, les termes qui seront facteurs de J oméga. R2, JL1. On va avoir effectivement un terme en R1, L2, si je factorise par J oméga, et un terme en R2, L1. Vous voyez qu'ici, on retrouve un peu la symétrie du boudin. Et les termes en oméga 2, je vais avoir quoi, tout simplement? Je vais avoir en fait, alors je vais mettre le moins ici, je vais mettre oméga carré là, et j'ai un L1, L2 moins M carré. Et là, ce que je viens juste d'effacer, je sais pas où, d'accord? Ce truc-là, quoi qu'il arrive, c'est positif ou nul. D'accord? Et donc c'est bon, notre équation différentielle est stable. Autrement dit, ce truc-là ne diverge pas. D'accord? Ça fait L2 moins M carré. Oui. Le moins, il vient du fait que J carré, ça vaut moins 1. Et qu'ensuite, que moins par moins, ça fait plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on reconnaît là? Ouais. C'est M carré, oui. C'était un grand M. Qu'est-ce qu'on reconnaît là? C'est quoi comme bête? C'est un magnifique... Allez, monte là. Pousse le volume là. C'est un magnifique passe-bande d'ordre 2. D'accord? On retrouve un certain nombre de caractéristiques standards. En partie, si M est égal à 0, bah, I2 vaut 0. C'est normal, vous n'avez pas d'induction mutuelle. D'accord? Cette histoire-là. Petite remarque, si vous négligez l'induction mutuelle, c'est quand même un filtre d'ordre 2. D'accord? C'est-à-dire que si vous... En général, quand on néglige une inductance retour, c'est qu'on néglige M carré devant L1 L2. Donc on dégage ce terme-là, mais vous voyez que ça ne change pas grand-chose au problème. D'accord? Ça changera un peu de l'autre côté pour rien, qui lui verra pas l'ordre 2, en l'occurrence. Et vous avez un passe-bande. Donc c'est normal, c'est un truc qui marche très mal, qui marche pas du tout à basse fréquence, puisque si vous n'avez pas de basse fréquence, vous n'avez pas de flux variable. Si vous n'avez pas de flux variable, vous avez strictement rien. D'accord? Et à haute fréquence, c'est un peu plus subtil de comprendre pourquoi ça marche pas, mais c'est juste parce que la bobine s'oppose aux variations de l'intensité. Donc si vous allez à trop haute fréquence, votre bobine à un moment donné se comporte comme un interrupteur ouvert, et donc votre intensité sera égale à 0. D'accord? Donc c'est tout à fait normal physiquement que ce truc-là soit un passe-bande. À basse fréquence, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas d'induction. Et à haute fréquence, ça ne peut pas marcher parce que votre bobine secondaire ouvre le circuit. Et votre bobine primaire aussi, par ailleurs. Vous vous souvenez, à haute fréquence, une bobine se comporte comme un interrupteur ouvert. Voilà. Donc vous n'avez pas d'intensité. Ok? Petite remarque, ce qui vous intéresse, c'est la tension que vous avez aux bornes de R2, ce qu'on appelle la tension de charge. Et on voit que c'est ce truc-là, fois R. D'accord? Et là, vous avez un truc absolument génial. Donc en gros, après, vous pouvez jouer sur les coefficients, en particulier sur les trucs L1, L2, pour faire des ratios de tension, de puissance, etc., sans aucune forme de problème. D'accord? On est au clair là-dessus? Oui. Plus ça cuisson loin, plus cet effet diminue. Ouais. C'est M qui cache la distance. C'est M qui cache la distance, tout à fait. La distance est cachée dans M uniquement. Ça se casse la gueule très vite. D'accord? C'est comme tous les effets dipolaires, c'est des trucs qu'on a sur R6. Donc d'où l'intérêt d'interpénétrer le plus possible les circuits. Alors, soit on interpénètre les circuits, soit on fait un autre truc qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle un circuit magnétique. Donc en gros, tu prends une bobine, une autre bobine, et tu vas faire un noyau de fer
Et en fait, l'intégralité des lignes de champ vont être coincées à l'intérieur du fer. Et donc, tu vas les amener littéralement là où tu veux que ça se passe. C'est pour ça que tu vas avoir des trucs assez lourds au milieu avec un espèce de U comme ça en métal. Et tu enlèves la mutuelle en ouvrant. Les chargeurs sans fil, c'est juste deux bobines qui se... Alors, le premier étage des chargeurs sans fil, c'est ça. Tu passes de 220 à 12, ou à 5, ou à enfin, n'importe quelle tension qui t'intéresse. Ensuite, tu as ce qu'on appelle un redresseur, c'est-à-dire que ta tension sinusoïdale, tu vas en prendre la valeur absolue, avec ce qu'on appelle un plomb de diode. Donc en gros, et ensuite, tu vas faire un circuit RC qui ne va pas avoir le temps de se décharger entre chaque hauteur, donc tu vas avoir une tension continue. Et là, tu as ta tension continue à la tension que tu veux. On est d'accord là-dessus? Vous voyez comment ça fonctionne, ce genre de truc? Ça, c'est le cas simple, parce qu'il n'y a pas de méca. Vous avez remarqué? Ok. Arrêtez de chouiner, là. Sérieux, c'est du régime sinusoïdal forcé, linéaire, du premier ordre. Sérieusement, quoi. Si vous apprenez votre cours régulièrement, ça, c'est niveau CP, quoi. D'accord? Voilà. Par contre, comme effectivement, vous formatez votre disque dur toutes les 3 semaines, bah, à un moment donné, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est pas dur, ça. Ça, c'est du niveau premier semestre. Et je vous rappelle que théoriquement, vous êtes à des années-lumière du niveau de votre premier semestre. Vous avez progressé, en théorie. Voilà. Petit 4, j'ai entendu un petit. Parce que le flux n'est pas pareil. La fréquence continue. Donc, il y a current qui varie. Petit 4, on termine ce paragraphe-là par l'aspect énergétique du problème. D'accord ? Alors, l'idée est la chose suivante, c'est que je vais prendre le dispositif suivant. Donc, c'est à peu près le même, hein, d'accord? C'est le même que tout à l'heure. Un circuit d'auto-inductance L1 et un circuit d'auto-inductance L2 qui se voient avec un coefficient d'induction mutuel. J'ai un I1 qui va comme ça. Pour faire chier Alicia, je vais mettre un I2 qui va comme ça, voilà. C'est ça, voilà. Donc là, c'est pas au pif, c'est vraiment juste pour te faire chier. Voilà. Et globalement, donc c'est le même truc. Je vous rappelle que ceci schématise en toute généralité le phénomène d'inductance propre et le phénomène d'inductance mutuelle. C'est pas parce que tout d'un coup j'ai décidé des bobines que ça change quelque chose à la physique du problème. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais me placer en... Je vais donc essayer de découpler les circuits et essayer de trouver en fait l'énergie stockée par cette histoire-là, en particulier l'énergie reçue par ce système-là. D'accord? Qui est équivalent à... Alors, même mécanisme. Vous avez donc I1 ici. Je vais garder ma bobine L1. J'ai un générateur comme ça qui vaut quoi en FEM ici? Presque. Moins M, puisqu'il est en générateur, d'accord? Moins M. Effectivement, D2, I2 sur DT, sans aucune forme de problème. Ici, comme j'ai mis L1, je mets une tension comme ça. Vous voyez que là, je change de point de vue. Je mets en générateur passif. J'aurai quoi ici comme tension? L1. D2, I1 sur DT. Vous voyez qu'il n'y a pas de moins ici, parce que je me suis placé en perspective récepteur. D'accord? Et I2 ici, ma bobine là, avec là un truc qui va valoir L2, D2, I2 sur DT, et un générateur vers le bas, comme ça, avec moins M, D2, I1 sur DT. Voilà l'idée. On est d'accord là-dessus? Alors là, il va falloir faire un truc un peu subtil, mais c'est pas très très grave. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer la puissance reçue, la puissance instantanée reçue, par chacun des deux étages. D'accord? Alors, si vous vous souvenez très précisément de votre cours d'électrocinétique, puissance reçue égale puissance en convention. C'est écrit dans le titre, hein, d'accord? En convention récepteur, d'accord? Or, vous voyez ici que j'ai deux dipôles, celui-là et celui-là, qui sont en convention générateur, d'accord? C'est comme ça que le formalisme fonctionne. Donc, la puissance reçue, ça va être tout simplement moins la tension multipliée par l'intensité. On est d'accord? Donc, les puissances reçues
par chaque morceau de circuit, on va dire, sont... Alors, on y va. P reçu 1. Je sais pas pourquoi je mets un rond. Ça va être quoi la puissance reçue par le circuit 1? Donc je rappelle que la puissance de manière générale c'est U fois I, et elle est reçue ou cédée en fonction de si on se met en convention récepteur ou en convention générateur. Donc ici je vais avoir deux bouts. Premier bout. Ouais. Non, pas moins justement, parce que là on est en convention récepteur, donc il n'y a pas de moins là. Ouais. Pourquoi facteur? Oh. Non, attends, stop. Déjà, il y a un, non, mais il y a un produit quand même. Ah oui, d'accord. Tu veux faire moins M de I2 sur dt ici, et faire tout facteur de I1, c'est ça? Tout à fait. Alors, sauf que là, c'est pas un moins. C'est un plus parce qu'il faut se mettre en convention récepteur. D'accord. Je vais pas suivre Alicia, je vais mettre des I1 à chaque fois, je vais pas factoriser. D'accord. Voilà. Donc j'ai L de D1 sur dt fois I1 plus M d 2 I2 sur dt fois I1. Je peux le réécrire plus proprement si vous voulez. Et que vaut la puissance reçue par le bout 2 du circuit? On a à peu près la même chose, mais en inversant en fait finalement les 1 et les 2, hein, d'accord? Donc là j'ai L2 d2 I2 sur dt facteur de I2 plus M d2 I1 sur dt facteur de I2. D'accord? Et donc si je veux la puissance totale reçue par ce bout de circuit là, eh ben, je vais tout simplement faire la somme des deux puissances. Donc P reçu total. J'ai donc L1 I1 D2 I1 sur dt. Donc je réorganise un peu au passage. Donc vous voyez que j'ai ces deux bouts là qui sont en fait les deux bouts I1 tout seul et I2 tout seul. Ça en fait c'est l'inductance propre dans les deux cas. Et je peux factoriser M et avoir un truc un peu bizarre qui est I1 D2 I2 sur dt plus I2 D2 I1 sur dt. Et donc, si j'ai la puissance reçue, je peux évaluer sans aucune forme de problème l'énergie reçue entre 0 et t, en supposant qu'au départ, je n'ai pas d'énergie dans mon circuit. Comment je fais pour trouver l'énergie à partir de la puissance? Oui, comment je fais pour trouver l'énergie en fonction de la puissance? On intègre effectivement la puissance entre 0 et t. Et ça va devenir l'énergie stockée. Non, c'est pas compliqué. Et ça va devenir l'énergie stockée, c'est l'énergie en fait que votre circuit a reçue entre 0 et t. Donc, l'énergie stockée, maintenant je mets un magnifique W parce que c'est une énergie organisée. Donc en fait ça pourrait être du travail, enfin c'est une énergie stockée quoi. Peut-être mettre E en fait, non je vais mettre E. Énergie stockée, d'accord. C'est donc en fait l'intégrale de 0 à t de la puissance reçue totale en fonction du temps. Alors, que me donne le premier terme? C'est quoi une primitive de L1, I1, D2, I1 sur dt? C'est toujours la même, hein? C'est effectivement L1 facteur de I1 carré sur 2. C'est tout simplement la primitive de U' fois U à une constante multiplicative près. Deuxième terme, la même, mais en couleur. Troisième terme, ça dépend de ce que j'appelle troisième terme en fait. Vous voyez que si le troisième terme c'est juste ça, est-ce qu'on sait intégrer ça? Ben non, parce que I1 et I2, on ne sait pas comment ils bougent ensemble, d'accord? Mais est-ce qu'on sait intégrer la totale? Ouais, c'est quoi ça? C'est F'G plus, donc c'est la dérivée de quelle bestiole? Du produit effectivement I1 I2, donc en fait ça c'est M I1 I2. Et donc vous voyez que dans l'énergie totale, vous avez l'énergie stockée par inductance propre dans le circuit 1, l'énergie stockée par inductance propre dans le circuit 2, et vous avez une énergie stockée au milieu qui vaut M facteur de I1, I2. Donc quand vous avez deux circuits en mutuel, vous stockez aussi de l'énergie entre les deux circuits.
D'accord? Cette énergie est nulle si M est nulle, ça c'était facile. Elle est nulle si I1 est nul, elle est aussi nulle si I2 est nul. Il faut que les trois ingrédients soient non nuls dans cette histoire. Donc vous stockez de l'énergie là-dedans, dans cette histoire, tant que vous faites ça. Bon alors c'est l'énergie. Et donc vous la stockez sous forme magnétique, c'est aussi le cas des deux autres termes par ailleurs. C'est de l'énergie stockée sous forme magnétique, de la même façon que l'énergie stockée sous forme électrique dans un condensateur. Oui. On stocke quoi de manière magnétique? Tu stockes une espèce d'énergie potentielle en fait, c'est la capacité de truc à faire circuler les électrons. Il va varier. Donc si tu dis que ça, en fait tu stockes de l'énergie, c'est-à-dire que si ça varie, ça va faire quelque chose. Ok. D'accord? Si ça varie, l'un des trucs, tu vas avoir un flux qui va se balader, et ce flux va générer une force électromotrice et donc une énergie cinétique. Donc tu génères une potentialité de faire varier le flux. Vous avez un exemple de quelque chose qui est stocké, enfin, d'un objet avec lequel on stocke de manière magnétique? Ah bah une bobine, n'importe quelle Ah, bobine, tu stockes, ok. ouais. Sauf que là, il y en a deux. Tu stockes dans le truc intermédiaire. Si ça ne te pose pas de problème que tu stockes de l'énergie dans une bobine, ça ne devrait pas te poser de problème de stocker de l'énergie quand deux bobines se parlent. Ok, C'est le même délire. ok, c'est tout. Ouais, physiquement, en termes de. C'est quoi Alors, moi, je ne sais pas répondre à n'importe quelle question sur c'est quoi l'énergie, hein, de manière très générale. C'est-à-dire, quand je dis il y a de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que tu stockes de l'énergie sous forme de vitesse, on est d'accord? Physiquement, c'est quoi? J'en sais rien, moi. Je ne sais pas, en fait. Tu vois, à la limite de MV carré, pourquoi voilà. D'accord? Personne ne sait répondre à cette question. Hein. Aucun physicien ne sait te dire ce que c'est que l'énergie. On sait juste qu'il y a des contraintes de transformation et que quand tu fais une transformation, tu changes la nature de l'énergie. Mais ce que c'est que l'énergie en tant que telle, si tu veux... Personne, hein, c'est pas moi, hein, tu peux penser que je suis un incompétent, mais globalement, il y a des physiciens beaucoup plus méritants que moi qui vont dire la même chose. D'accord? Alors, c'est comme ça. C'est comme une espèce d'énergie potentielle, en fait. Tu vois, l'énergie potentielle, c'est encore pire, tu vois. C'est quoi, là? C'est que dalle, en fait. Le principe, c'est... Non, si tu veux comprendre ça, ça signifie que si tu veux amener ton circuit dans cet état-là, tu as dû fournir de l'énergie à partir du générateur. C'est la même chose qu'énergie potentielle. Si je veux amener la craie là, j'ai dû fournir de l'énergie pour passer de là à là. Mais physiquement, l'énergie potentielle ici, elle ne veut rien dire. Ça, je comprends, mais par contre, Bah, c'est un. non mais, c'est quoi physiquement, je veux dire? L'MGZ, il ne s'est rien passé, là, je veux dire. D'accord? Physiquement, tu as dû fournir de l'énergie pour faire ça. C'est une potentialité de variation de flux. Dès que ce truc-là va varier, donc dès que l'énergie va varier, tu vas avoir une puissance, tu vas avoir un courant, une tension, ce que tu veux, qui va se faire. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est tout. Je peux rien faire de plus. Voilà. L'énergie stockée par mutuelle vaut M I1 I2. Voilà l'idée. Donc c'est le produit des trois termes dans ces histoires-là. Petite remarque, cette énergie étant stockée, d'accord, c'est quelque chose que vous recevez. Votre mutuelle, par contre, n'est pas un générateur. Il ne peut pas produire de l'énergie. D'accord? C'est un raisonnement qu'on a déjà fait. C'est le raisonnement que j'ai fait au premier semestre pour vous expliquer pourquoi elle était forcément positive. D'accord? Donc en fait, ce n'est pas de l'énergie qu'on a créée, c'est de l'énergie qu'on a mis là-dedans et qu'on va éventuellement, in fine, récupérer. Autrement dit, ce truc-là est forcément de quel signe? Positif, quoi qu'il arrive. Vous recevez de l'énergie, ce truc-là ne peut pas vivre à crédit. D'accord? Et donc ça, on retrouve un truc rigolo, c'est que ça, quoi qu'il arrive, c'est positif ou nul. Petite remarque, si vous changez l'orientation de I1, vous changez le signe de M. Si vous changez l'orientation de I2, vous changez le signe de M, et donc, eh ben, tu changes le signe de M deux fois. Et donc, tu as toujours un nombre pair de changements de signe, en tout cas. Ceci étant passif, vous avez le fait que M, I1, I2 est positif ou nul, quelle que soit l'orientation choisie. Et effectivement, comme fait remarquer Morgan, vous pouvez imaginer toute forme de truc où on change le signe de I1 par changement de convention. Ça va être encaissé par M, et vous aurez toujours un changement, un nombre pair de changements de signe. Donc ce truc-là ne peut pas changer de signe, quoi qu'il arrive. Ouais. Est-ce que l'induction, c'est propre à la physique dans votre programme ou est-ce qu'il y en aura ici aussi? Non, je pense pas que vous fassiez d'induction ici. Voilà, parce que là, ça fait peur. Là. Si on mélange tout en SI, ça risque d'être... Ah non, mais ça veut pas dire qu'un ingénieur bien performant peut pas faire des trucs vachement rigolos avec des machins qui tournent dans d'autres trucs qui tournent. Hein. Mais t'inquiète pas, ça arrive. Oui,
En fait, j'ai pas besoin de Monsieur Clair pour vous faire flipper. Ça commence maintenant. Voilà. Oui. Parce que c'est un bout de cuivre, en fait. Il faut bien comprendre. C'est juste deux bobines qui se regardent. Hein. C'est un morceau de métal. Un morceau de métal ne produit pas d'énergie. C'est juste deux bouts de cuivre posés l'un sur l'autre. Si tu fournis pas d'énergie à ça, il se passera que dalle. D'accord ? Bah, ça sera positif. Le truc va stocker de l'énergie positive. Et une fois qu'il aura fini de cracher cette énergie vers l'extérieur, il ne peut pas descendre plus bas. C'est comme l'énergie cinétique. Tu peux donner un coup de pied dans un ballon, son énergie est positive. Il ne va pas fournir de l'énergie tout seul à partir du moment où il est immobile et passer avec une vitesse complexe ou je sais pas quoi. C'est le même principe. Oh, on est reparti là. Concentrez-vous. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour finir cette année dans le même état que vous êtes maintenant. De toute façon, vous êtes trop en forme, de toute façon. Donc voilà. On ne vous a pas assez écarré pendant l'année avec Monsieur Lévy. C'est maintenant que ça commence. Il ne reste que un mois. 33. Si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'était l'apéro, quoi. C'était les petits amuse-bouches sympathiques, histoire de se mettre un peu en jambes. Maintenant, ce qui va être vachement plus rigolo, c'est de voir ce qui se passe quand les circuits sont mobiles ou déformables. D'accord ? Et donc, on va pouvoir faire de la méca et de l'induction en même temps et vérifier que le premier principe fonctionne bien sur n'importe lequel de ces circuits et alimenter ces circuits avec des panneaux solaires sur lesquels on concentre de l'énergie avec une magnifique lentille. Donc, c'est le moment où l'enfer commence pour vous et où moi, je m'amuse. Circuit mobile ou déformable dans des constants. Oui, on va pas tout faire. Et uniforme. Même si, de toute façon, ça c'est toujours le cas. Alors, le truc, c'est par quoi je commence ? Est-ce que vous voulez qu'on commence par un truc qui tourne ou par un truc qui se translate ? Comme je suis hyper sympa, voilà, on choisit. On se translate, d'accord. Petit 1, en guest star absolu de ce cours, qu'on va revoir plein de fois en plus en invité surprise, en crossover, les rails de la place. Alors, c'est pas le même Laplace qui se fait des rails en fin de soirée, c'est un autre. D'accord ? Voilà. Alors, les rails à Laplace, je vous montrerai en vidéo à un moment donné, c'est une manip chiante à faire parce qu'elle demande beaucoup de ponçage, on va dire. Mais globalement, je vais vous la faire d'abord théoriquement, et lundi, je vous la montrerai éventuellement en vidéo ou mardi. Alors, je vous présente le phénomène et je vais vous montrer comment on aborde un exercice d'induction. Donc il nous reste ça à faire et ensuite la spire en rotation et on aura bouclé. Alors les rails de Laplace, alors petite remarque, pardon, c'est pas la bonne couleur, c'est un dispositif que vous devez savoir décrire. Concentrez-vous, messieurs, d'accord ? Vu ton niveau de connaissance de la thermodynamique, tu ne peux plus faire confiance à ton... Il faut au moins que tu fasses confiance à ton attention en cours pour apprendre les cours. Comme là, elle est réduite à 0 parce que tu parles avec ton voisin, si tu veux, ça va mal se passer. Donc ça se passe. Ok. Alors, vous devez savoir définir la rail de Laplace, vous devez savoir ce que c'est. Ok ? Voilà. Donc, les rails de Laplace sont le dispositif suivant. Et encore une fois, je vous montrerai une vidéo la semaine prochaine. Mais là, juste, je vous montre la tronche que ça. Alors, vous avez donc... C'est un dessin en perspective. Ok ? Vous avez donc deux rails. Ça, jusque-là, tout va bien. D'accord ? Voilà, deux rails comme ça. D'accord ? Donc, il faut imaginer, les deux rails, c'est deux morceaux de métal parallèles. D'accord ? Et ils sont tous les deux horizontaux. Autrement dit, ils sont comme ça. Oui. J'ai pas... Enfin, pas le temps. Voilà. D'accord ? Voilà les rails. Ok ? Ah, mais je vais le faire vite dessus. D'accord ? Voilà. Donc, je vais vous décrire au fur et à mesure le truc. Donc, les rails sont
sont conducteurs et parallèles et horizontaux. Autrement dit, ça ressemble à des rails de chemin de fer, tout ce qu'il y a de plus standard. D'accord ? Voilà. Entre ces deux rails, on va imposer une tension avec un générateur de tension continue. Grand E. D'accord ? Autrement dit, vos deux rails ne sont pas au même potentiel. D'accord ? Il y a un des rails qui a un potentiel plus élevé que l'autre. Et sur ces rails, on pose en fait une tige, comme ça. Une tige cylindrique. On pose dessus une tige cylindrique. Donc, littéralement, ce genre d'objet-là. D'accord ? Une craie, oui. Ah oui, j'aurais dû. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Enfin, bon, si je fais le dessin, voilà. Je refais pas. Ça me saoule. Voilà. Donc, vraiment un objet cylindrique, d'accord ? Alors, cette tige cylindrique, elle doit être conductrice. Donc, ça veut dire que votre tige, en fait, va fermer le circuit. D'accord ? Et en fait, cette tige va pouvoir rouler sans frottement. Sur les rails. On est d'accord là-dessus ? Voilà. Alors cette manip, elle est chiante à faire pour une raison extrêmement simple, c'est que votre circuit, il est certes fermé, mais que les points de contact de fermeture, c'est le point de contact entre un cylindre et des rails, c'est extrêmement faible. Et en gros, vous allez avoir des surtensions ici, ce qui va oxyder en général le métal là et qui va rendre le circuit isolant. Donc il faut bien poncer le truc, voilà, faut faire ça propre. Donc c'est à faire. On a le dispositif ici et c'est chiant à faire. Donc je vais faire confiance à des collègues qui ont fait des magnifiques vidéos et qui sont bien fait chier pour faire les vidéos. Ah. D'accord là-dessus ? Voilà. Alors on va mettre quelques paramètres spatiaux dans cette histoire. On va supposer que les rails sont écartés comme ils sont parallèles d'une longueur A. Et surtout, on va appeler grand R. Alors, la résistance, contrairement à ce qui est souvent dit, la résistance, ce n'est pas la résistance de la tige, mais vraiment la résistance des points de contact. D'accord ? C'est là où le courant a le plus de mal à passer. Vraiment, vous posez le truc là-dessus. C'est là où il y a la plus grande résistance, et ça vous explique pourquoi la résistance du circuit ne change pas, ou très très peu, lorsque la tige va se déplacer, puisqu'en fait, la résistance de toute cette tige-là va être négligeable devant la résistance de contact. D'accord ? Donc, on note grand R, la résistance totale du circuit. Voilà. Alors, si vous faites ça, vous faites strictement rien. Vous savez très bien que si vous prenez 3 bouts de métal, même si vous mettez une pile et vous posez un truc dessus, il ne va pas se passer grand-chose. Le truc derrière de la place, c'est de dire, tiens, on va mettre un champ magnétique dans cette histoire, qu'on va supposer uniforme et qui va être perpendiculaire à toute cette histoire-là. Donc, je vais avoir un champ magnétique ici, comme ça. B. Attendez. C'est juste, on va voir. Voilà. Ça va changer que l'orientation. Ça change le sens de déplacement de la tige. Et comme j'ai pas envie de discuter de ce qui se passe quand la tige se cogne contre le générateur, je la fais partout. Ça arrive, ouais, mais quand les tiges font pas attention, quoi. Souvent, après une barre, quand ils ont trop picolé, ils se cognent, quoi. Je pense que tes questions me manqueront quand même à l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce que t'as pas compris dans l'expression « j'ai pas envie de discuter de ». Voilà, tu vois. Voilà. Bien. L'ensemble est plongé. Oh, il va rester un quart d'heure à tenir. J'ai pas l'intention de me laisser filer. Dans B uniforme, perpendiculaire au rail. Donc perpendiculaire au plan des rails. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on fasse un peu de physique. Ok. Je vais refaire un dessin là, histoire qu'on comprenne un peu les choses.
Donc, j'ai ma tige ici, je la mets là, je la mets en rouge, ok. Vu que le circuit est fermé, qu'est-ce qui va se passer? Vu que j'ai un générateur là, qu'est-ce que je vais avoir? Une intensité qui va tourner dans cette histoire-là. D'accord? I comme ça, ok. Je rappelle que j'ai un champ magnétique qui, lui, se balade comme ça. D'accord? Ok. Et donc, vous avez un magnifique circuit rectiligne, celui-là, là, le truc en rouge, là, parcouru par une intensité sur une longueur petit a, faites vachement gaffe. La longueur de la tige, c'est pas A, mais la partie de la tige qui est parcourue par une intensité, c'est A. D'accord? Comme vous avez un truc parcouru par une intensité dans un champ magnétique, qu'est-ce qui va se passer? Premier paragraphe, action du champ magnétique. Non, alors là, c'est pas le flux. On va parler après. Vous avez une résultante non nulle sur la tige. Juste la tige. Sur l'ensemble du circuit, vous allez avoir effectivement une résultante nulle. D'accord? Mais par contre, sur la tige seule, le champ magnétique va exercer ça. Pourquoi je m'intéresse à la tige seule? Parce que c'est le seul truc qui est susceptible de bouger. Alors, donc en gros, et c'est là où on va commencer à sortir ses doigts. Donc, la tige étant parcourue par I, elle subit une force qui est la force de l'autre, la place. Tada! Voilà. FL qui vaut quoi? IEI vectoriel B vaut quoi? Ah, effectivement. Alors faites vachement gaffe, encore une fois, ce n'est pas la longueur de la tige, mais la longueur de la tige parcourue par l'intensité. Si vous mettez la longueur totale de la tige, ici l'intensité sera nulle, donc la contribution de cette boule-là sera nulle à la force. D'accord? Et à force de la place. Alors, on y va, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, I est comme ça, d'accord, il est positif. EI est vers le bas, d'accord. B est vers le fond, et donc ça vous génère une force qui va être par là. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Donc, en gros, vous avez une magnifique force, ici, par là, qui est la force de la place. On est d'accord là-dessus? Bien! Et c'est là où ça va commencer à être rigolo. La tige se met donc en mouvement. D'accord? Et qu'est-ce que ça a comme impact sur le circuit? Sur sa géométrie. Ouais, la tige se déplace, comme ça, le reste ne bouge pas. Ça l'allonge, effectivement. Qu'est-ce que ça augmente dans le circuit? La surface. La surface du circuit change, donc le flux change, donc vous avez un phénomène d'auto-induction, d'induction tout court, pardon, dont vous savez pertinemment à terme, on va le vérifier avant une partie, que ça va annuler l'intensité. Parce que ça doit s'opposer aux effets qui ont fait naître l'induction. Qu'est-ce qui fait naître l'induction? La force de la place. Qu'est-ce qui fait naître la force de la place? L'intensité. Du coup, à l'arrivée, l'intensité est nulle. Du coup, ça avance à vitesse constante. S'il n'y a pas de frottement. Sinon, effectivement, au démarrage, non, ouais, c'est à terme, ça va s'opposer au truc. On va faire les équations, vous inquiétez pas. Là, on fait juste la physique du problème. Lundi, vous inquiétez pas, on se bouffe tout. La tige se met donc en mouvement. La surface du circuit change. Donc, alors, je refais un petit dessin. Ici, mon orientation de l'intensité ici comme ça, ma tige qui se met à se déplacer comme ça, d'accord, voilà. Donc ma tige cette fois, elle a une vitesse qui va être comme ça. Mon champ magnétique, j'ai décidé de le mettre par là. Petite remarque, dans quel sens c'est N? Dans le même sens que B ou dans le sens opposé?
Réfléchissez. B n'est pas le champ créé par le circuit. B est un champ imposé par l'extérieur. Vous tournez dans le sens... Ah oui, de toute façon, oui, pardon. Non, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez une bonne raison d'avoir raison? C'est ça la vraie question. Voilà. Donc effectivement, N est également dans le sens de B. On est d'accord là-dessus? Donc, le flux, qui vaut tout simplement B fois S, on est d'accord? Puisque B et N sont dans le même sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ou il diminue? Il augmente. Donc phi augmente. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a puisqu'on a un flux variable? Vous avez un phénomène d'induction qui va se manifester par un générateur de nénien, tout ça. Donc, on a un phénomène d'induction. Et donc, si je refais mon circuit en troisième étape, d'accord? Moi, j'en fais plein des dessins de circuit, c'est les mêmes. Alors, on y va. E, mes rails de Laplace, ma tige qui se balade, d'accord? Voilà. Je vais te reprendre, là, j'ai des millions de couleurs, là, je ne sais pas où j'en suis. Ok, j'ai ma tige ici qui se promène, qui se déplace à la vitesse v comme ça. Mon champ magnétique ici, mon N comme ça. Je recopie tout là. Raté. Mon intensité qui est comme ça. Et mon générateur auto-induit, il est donc comment? Il est n'importe où dans le circuit, mais en tout cas dans le même sens que I. Je vais le mettre comme ça. On est d'accord? Donc avec une tension ici, petit e, qui vaut combien? Toujours la même, vous remarquez qu'il n'y a qu'une seule relation quand même. Moins des phi sur dt. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de E? C'est négatif, effectivement. D'accord? Avec E qui est négatif. Et donc, E s'oppose à quoi? Physiquement en vrai, vu que E est négatif. Il s'oppose à l'intensité, effectivement, d'accord? Si vous avez un générateur qui pousse dans l'autre sens. Avec E négatif. Donc, E s'oppose à I. D'accord? Et ça, en fait, on s'y attendait parce que c'est la loi de Lenz. D'accord? Ce qui va se passer, et c'est ça qu'on va démontrer lundi par le calcul, d'accord? Ce qui va se passer, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Maintenant qu'on a tous les... Vous commencez à comprendre le truc de l'induction, comment ça se passe? Vous avez un truc un peu... Et hop là, et ça reboucle dans l'autre sens. Initialement, vous avez une intensité non nulle, d'accord? Et votre truc ne se déplace pas. La force de Laplace va vous mettre votre truc en mouvement, d'accord? Et donc, si vous n'avez pas de frottement, a priori, votre tige va voir sa vitesse augmenter parce qu'elle est soumise à une force qui n'est pas forcément constante, donc qui est toujours dans le même sens. La vitesse va augmenter, et plus la vitesse va augmenter, plus le flux va varier vite. Plus le flux va varier vite, et plus ça va faire monter la valeur absolue de E. Donc plus vous allez avoir un générateur qui va être costaud et qui va s'opposer en fait à grand E, jusqu'à atteindre la valeur de grand E. Une fois que petit e a atteint la valeur de grand E en valeur absolue, que vaut l'intensité? 0. Donc vous n'avez plus de force de Laplace. Donc hors de frottement, votre tige continue à vitesse constante. D'accord? S'il y a des frottements, après ça va se casser la gueule, effectivement. Voilà, donc c'est un autre compromis, mais c'est ça l'idée. Oui. Du moment que l'intensité n'est pas nulle, la tige accélère. Et c'est ça. Et quand I égale 0, La tige, s'il n'y a pas de frottement, la tige continue au moment où elle est uniforme, parce qu'elle n'a plus de force qui la contraigne. Je t'écoute, Élise. C'est la méca, donc oui, probablement. Ce qui n'est pas réversible, c'est la résistance. Tu vas bouffer l'énergie dans la résistance, pour le coup. Si on fait le bilan, on fera le bilan énergétique complet à la fin. La moitié de l'énergie injectée par ton générateur est dissipée dans la résistance, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Je ne sais pas à connaître par cœur, mais c'est ça. C'est ça qui paraît réversible. Ouais. Et comme la tige se déplace toujours, la surface continue d'augmenter. Certes, et donc tu as un petit E qui vaut toujours grand E pour maintenir I nul.
Non, puisque... Non, parce que la surface augmente à vitesse constante. Donc, défi sur dt. Donc en fait, phi, ça va être une fonction affine. Et donc, défi sur dt, ça va être une fonction constante. D'accord? Alors, ça ne se passe pas comme ça, hein, c'est une décroissance Si il y exponentielle. avait un frottement, ça réduirait, donc ça veut dire que... Si tu as les frottements, en fait, c'est les frottements visqueux, ça va juste aller un peu plus vite. Et donc, effectivement, le petit e sera un peu plus faible que grand E pour trouver le compromis entre la force de frottement et tout le bazar. Ça se stabilise aussi à un moment donné ou à un autre. Ouais. Si on rajoute des dipôles sur les branches, c'est pas des règles de la place. Si, on peut faire plein. On peut faire plein. C'est pareil. Hein. Donc déjà, vous, dans votre plan GGO, vous avez le double rail de la place. Ok. Vous n'avez plus de générateur, vous avez un deuxième rail, vous poussez le premier rail. Et l'induction fait déplacer le deuxième rail jusqu'à ce qu'il se déplace tous les deux à vitesse égale. Il est rigolo celui-là. Petite remarque, vous pouvez faire l'expérience des rails de Laplace ou en tout cas quelque chose de relativement similaire. En fait, ce que ça vous raconte, c'est que l'induction va servir de frottement. D'accord? Puisque c'est ça, en fait, ça va venir compenser l'histoire. Et en fait, ça c'est utilisé dans un truc... Ah non, ne le faites pas chez vous, hein, d'accord? Vous allez sur l'autoroute, par exemple, vous voyez un bon camion et vous pilez devant, d'accord? Et si vous survivez, c'est grâce à l'induction, parce que ce camion est équipé de frein à induction, ce qui est un frein extrêmement efficace, d'accord? Puisque c'est proportionnel à la vitesse, d'accord? Donc ça marche très très bien, d'accord? Voilà. Ne faites pas ça. Si jamais il n'est pas équipé, vous allez avoir un petit problème, d'accord? Dans cette histoire-là. En général, les camions sont équipés de freins à induction, qui sont des freins qui évitent de bloquer les roues. Et c'est une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse de rotation. Donc ça, c'est hyper pratique parce que ça freine extrêmement brutalement à haute vitesse, mais sans bloquer les roues, ça continue à tourner, donc vous dérapez pas, ce qui pour un camion est relativement sympa. Et à la fin, une fois que quand votre vitesse est plus basse, c'est des frottements à tampon comme sur des vélos qui prennent le relais pour finir, parce que ça sinon c'est exponentiellement décroissant, donc ça marche pas bien. Pour s'arrêter à un moment donné, l'exponentielle c'est pénible, d'accord? Je vous invite fortement à bosser ça ce week-end parce que lundi on fait les calculs et on fait aussi le moteur, enfin, les spires tournantes, d'accord?